Émission Le droit c'est facile, bienvenue sur Bassin TV. Nous recevons aujourd'hui Madame la députée Sophie Panonac. Bonjour Madame la députée. Nous vous remercions d'avoir accepté cette première interview sur Bassin TV. Vous êtes très attachée à la défense des femmes et notamment engagée dans la lutte contre les harcèlements et les violences conjugales commises à leur égard. Cette émission nous permettra d'aborder ces thèmes. Alors attention, les hommes ne sont pas exclus de cette conversation. Bien entendu, on a besoin de vous, de tout le monde. À titre introductif, j'aimerais avoir votre sentiment sur cette phrase de Simone de Beauvoir. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne seront jamais acquis, vous devrez rester vigilante toute votre vie durant. En 2018 déjà, vous évoquiez dans une question au secrétaire d'État chargé du numérique le problème du harcèlement à l'égard des femmes sur les réseaux sociaux. Je vous cite, « La tendance inquiétante des réseaux sociaux à se transformer en un espace d'insultes, de menaces, voire de harcèlement sexuel à l'encontre des femmes. » En 2018, la loi du 3 août est adoptée et un délit de harcèlement est créé. Pour les associations, cette loi était certes une avancée, du moins symbolique, mais elles ont réclamé une véritable politique de prévention. Aujourd'hui, une étude Forbes d'octobre 2020 indique que près de 60% de jeunes femmes âgées de 15 à 25 ans ont été victimes de cyberharcèlement et 39% d'entre elles déclarent avoir été menacées de violences sexuelles. C'est énorme. Madame la députée, quels sont les moyens de lutte actuels contre ce fléau et quelles sont les pistes pour les améliorer ? Merci de votre invitation, ravie d'être à vos côtés pour cette émission. Alors permettez-moi de revenir sur la phrase de Simone de Beauvoir. Vous l'avez citée, on la cite très fréquemment, c'était une femme extrêmement engagée sur ce combat, très tôt, puisque dans les années 40 pratiquement, donc compliqué pour elle. Et cette phrase, si vous voulez, elle est hélas terriblement d'actualité. Aujourd'hui, s'il y a effectivement un mot qu'il faut garder en tête, c'est vigilance. C'est extrêmement important et vigilance dans le cadre d'une société aujourd'hui qui est de plus en plus violente, où les rapports entre les femmes et les hommes, hélas, sont encore trop violents et où la tentation démagogique finalement d'une remise en question du droit des femmes est toujours présent dans le débat public. Donc ça m'inquiète beaucoup et cette phrase doit rester dans nos esprits de femmes et d'hommes, vous l'avez dit tout à l'heure bien évidemment. Et il y a une seconde phrase que je vais également me permettre de citer, c'est « On ne naît pas femme, on le devient », également de Simone de Beauvoir. Là aussi, cette phrase a encore tout son sens, malgré qu'elle ait été écrite par cette femme en 1949 dans son ouvrage « Le deuxième sexe ». Elle aborde à la fois la soumission des femmes et à la fois le sexisme des hommes. Donc on va effectivement pouvoir parler de harcèlement, là encore une terrible actualité, le sexisme des hommes et donc le harcèlement, pour faire la transition avec votre introduction. Donc le harcèlement, si vous me permettez de le définir rapidement, c'est une violence. Le harcèlement, c'est une violence qui est fondée sur l'intimidation et sur la domination des hommes sur les femmes. 3 types de harcèlement, le harcèlement sexuel, le harcèlement moral et le cyberharcèlement, comme vous le citiez. Et le harcèlement, il est à la fois dans la sphère professionnel, bien évidemment, avec le harcèlement moral, par exemple, des insultes ou vous rabaisser par rapport à vos capacités professionnelles, vos compétences professionnelles. Également dans la sphère associative, on le voit aujourd'hui, dans le domaine de la culture parfois, dans le sport, hélas, même si on commence à vraiment, la parole se libère, donc nous avançons, et également dans la sphère intime. Le harcèlement, c'est aussi du harcèlement sexuel, parfois, entre un mari et son épouse. Donc c'est assez dramatique. La loi de 2018, vous l'avez dit, a fait du cyberharcèlement une cause aggravante. Donc aujourd'hui, ce cyberharcèlement, il peut être puni jusqu'à 6 ans d'emprisonnement, jusqu'à 45 000 € d'amende, et les femmes disposent d'un délai de prescription de 6 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, délai de prescription? Ça veut dire, à la date de leur dernier harcèlement, dernier fait subi, elles peuvent effectivement porter plainte jusqu'à 6 ans.
Ça permet aussi de digérer, le mot n'est pas élégant, mais en tout cas aux femmes parfois, de réaliser ce qui leur arrive, et c'est souvent plusieurs années plus tard qu'elles réalisent et qu'elles décident de porter plainte. Donc le cyberharcèlement, ça nous permet d'aborder la violence au niveau des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, cette violence, elle est terrible, elle touche toutes les tranches d'âge, toutes les catégories socio-professionnelles. À ce titre, j'avais déposé un amendement dans le cadre du projet de loi Respect des principes de la République qui visait à réfléchir sur la levée de l'anonymat dans les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, les réseaux sociaux sont des supports de diffusion de messages de haine, de messages terribles qui sont extrêmement traumatisant pour les victimes, là encore quel que soit leur âge. Ce que nous a proposé le gouvernement, c'est une autorégulation par les plateformes numériques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ces contenus haineux seront détectés par ces plateformes, elles vont les supprimer. Il va y avoir une application pendant 2 ans de ce principe. On en verra et je surveillerai de très près le résultat. Je suis très sceptique et j'émets une première réserve, c'est qu'elles supprimeront les contenus une fois que le mal est fait, finalement. Et donc les victimes se retrouveront quand même confrontées à ce problème. Moi, je pense que l'anonymat ne fait aujourd'hui qu'encourager ce cyberharcèlement et nous sommes souvent confrontés à des situations extrêmement délicates et souvent des jeunes femmes, puisque le cyberharcèlement commence à l'école, au collège. Surtout au collège, voilà, avec un traumatisme très fort et ensuite des suivis indispensables psychologiques de ces jeunes femmes. Voilà. Très bien. Merci Madame la députée. Ensuite, j'aimerais aborder un autre sujet. Le confinement et les circonstances actuelles de la crise sanitaire ont lourdement impacté nos libertés publiques. La liberté d'aller et venir a été restreinte, la liberté de travailler, d'entreprendre, limitée. Les citoyens ont dû rester chez eux. Les tensions entre individus sont prégnantes. La violence a été exacerbée dans les cellules conjugales et familiales. L'année 2020 fait état de 140 000 constatations de violences conjugales en 2020, c'est énorme, par rapport à 2018, 100 000. De nombreux dispositifs sont prévus contre les violences conjugales, tant au niveau local qu'au niveau national. J'aimerais, Madame les députées, que vous nous exposiez, que vous rappeliez pour nos chers amis les mesures qui pourraient éventuellement les aider si jamais ils sont confrontés à ces circonstances. Merci. Alors, vous avez parlé de la période de confinement. Certes, c'était une période extrêmement délicate pour les femmes. Mais sur le bassin d'Arcachon, nous n'avons pas attendu donc le confinement et cette crise sanitaire pour agir et mobiliser l'ensemble des acteurs. J'ai souhaité, dès le début de mon mandat, mettre en place des tables rondes. Et nous sommes toujours accueillis, je l'espère, en présentiel très rapidement à la sous-préfecture d'Arcachon. J'ai souhaité réunir tous les acteurs qui pourraient être impliqués sur ce sujet. Donc nous avons les 2 associations de la circonscription, Solidarité Femmes Bassin et Femmes Solidaires. Nous avons la commissaire d'Arcachon. Nous avons la commandante de gendarmerie également de la circonscription. Nous avons des médecins référents, un médecin de ville et le centre hospitalier d'Arcachon. Nous avons des bailleurs sociaux. Alors ça peut paraître étonnant, mais je vous expliquerai ensuite pourquoi. Tous ces acteurs, j'ai souhaité qu'ils se rencontrent et qu'ensemble, on puisse échanger sur cette problématique des violences faites aux femmes et sur l'accompagnement de ces femmes. Donc on a eu plusieurs victoires suite à ce travail collectif. C'est vraiment un travail collectif et il n'y a que comme ça qu'on arrive à avoir des résultats satisfaisants. Donc notre première victoire, c'est des logements. Nous avons réussi à signer avec Domo France et Aquitanis des conventions de partenariat qui nous mettent à disposition des logements, alors à la fois logement d'urgence et logement intermédiaire. L'urgence, c'est pour immédiatement, une fois que la personne a porté plainte, qu'on puisse la mettre à l'abri parce qu'elle est en danger. Et logement intermédiaire, c'est pour que dans les 1 an, 6 mois ou 1 an, qu'elle puisse se reconstruire. Donc nous avons obtenu 6 logements et financés grâce au Grenelle des violences conjugales. Donc, et ça, c'est extrêmement important puisque vous connaissez la tension en logement sur le bassin d'Arcachon. Donc,
il était important que ces logements soient exclusivement réservés aux femmes, qu'il n'y ait pas un mélange de personnes, parce que les situations délicates, dans ce cadre-là, ce n'est pas possible, et que ces logements soient disponibles aussi toute l'année. Il ne s'agit pas de dire aux femmes, aux victimes, pardon, il y a aussi des hommes victimes. On vous met à l'abri pendant 6 mois, 9 mois, mais les mois d'été, par contre, le logement n'est plus disponible. Non, ça, c'est rester dans les lieux, extrêmement. Voilà. Deuxième victoire. De par ce travail collectif, c'est l'amélioration de la prise en charge des victimes. Alors et ça je vais les citer, c'est grâce au médecin référent, donc médecin de ville Philippe Vaux, et grâce à Julien Rossignol, donc le directeur du centre hospitalier d'Arcachon, ils ont réussi à monter une unité de victimologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un même lieu sera assurée la partie médicale, psychologique, judiciaire et même de mise à l'abri de ces victimes. Alors on prend modèle sur le COVA à Bordeaux, qui effectivement accueille ces femmes, sauf que nous, pour les victimes du bassin d'Arcachon, aller au COVA, c'est extrêmement compliqué, il faut prendre rendez-vous, ça prend un certain temps. Là, c'est en même lieu pouvoir vraiment accompagner et prendre en charge ces victimes. Donc, la formation des médecins, différents corps, puisqu'il y a des médecins qui seront urgentistes, on aura des médecins en pédiatrie, on aura des médecins en gériatrie, Différents médecins ont démarré une formation au centre hospitalier d'Arcachon pour pouvoir, on l'espère, ouvrir cette unité de victimologie dès le mois de septembre. Et puis, troisième point que je voudrais aborder, c'est l'écoute. Il est extrêmement important d'accompagner et d'être à l'écoute de ces femmes. Alors là, je salue le travail de Joseph Mercier et de Françoise Coineau, donc nos 2 associations. Et ça fait le lien finalement pour arriver au moment du confinement. Grâce là aussi aux échanges que nous avons eus avec les associations, nous avons décidé de mettre en place un système d'affichettes sur les caisses des supermarchés. Ça, c'était lors de la toute première période de confinement. Donc en réfléchissant, on se dit où vont les femmes alors que personne ne peut sortir de chez soi? Eh bien, elles vont faire leurs courses comme tout le monde. Et c'était le seul moment où ces femmes-là ne subissaient pas l'enfermement finalement, puisqu'on peut parler d'enfermement. Donc j'ai eu cette idée, eh bien on va proposer aux supermarchés de la circonscription d'afficher des numéros d'urgence que là elles pourront effectivement voir, enregistrer pour à un moment sans doute leur porter secours. L'ensemble de la grande distribution a été absolument formidable, ils ont tous joué le jeu belle réussite puisqu'au niveau national cette initiative a été reprise et Marlène Schiappa l'a même améliorée sur les tickets de caisse également en inscrivant ces numéros. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer sur l'ensemble de la circonscription, à la fois locale et nationale, ce que l'on peut faire, ce que l'on arrive à faire avec un travail collectif et avec une prise de conscience vraiment des acteurs locaux de cette problématique. Et on voit bien la notion de transversalité, c'est-à-dire que c'est un problème qui concerne tout le monde, tous les acteurs. Donc là, nous avons parlé de l'accueil des victimes, de tous les dispositifs mis en place. J'aimerais maintenant parler d'une partie un peu plus procédure et notamment des conclusions du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors sachez qu'il existe un Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui permet de faire un peu un bilan, les perspectives au niveau des politiques. Donc une étude menée sur 88 dossiers de violence conjugale identifiait des failles dans le dispositif. Sur 21 plaintes comptabilisées, sur l'ensemble de 88 dossiers analysés, 80% d'entre elles, une fois transmises au parquet, étaient classées sans suite. Alors, Madame la députée, on a vu l'action en amont est prépondérante, mais le traitement judiciaire l'est aussi. Comment peut-on faire pour améliorer et éviter le classement sans suite? Et je crois que vous avez fait un travail sur le terrain, un travail de sensibilisation. Pouvez-vous nous en parler, Madame la députée? Alors, si vous le permettez, je vais démarrer par le tragique cas qui s'est produit dernièrement à Mérignac. Cette jeune femme, Chahinez Daoud, qui a été vraiment sauvagement assassinée par son conjoint, son ex-conjoint. Je ne sais pas jusqu'où on ira dans la folie meurtrière de ces hommes. Ceci dit, on est obligé de considérer qu'il y a effectivement des failles, comme vous l'avez dit, dans les dispositifs.
Il faut qu'on travaille là-dessus. Vous en avez parlé, un rapport a été demandé par le gouvernement à l'Inspection générale de la justice, a été remis effectivement en novembre 2019. Donc il y a eu 88 dossiers étudiés et vous avez raison, sur ces 88 dossiers, uniquement 21 plaintes ont été comptabilisées. C'est peu. C'est peu. Pour rappel, donc, les plaintes sont portées à la connaissance. Comment sont portées ces plaintes à la connaissance du procureur de la République? Alors, soit c'est suite à la transmission par la police ou la gendarmerie du dossier, soit aujourd'hui, et ça c'est grâce à la loi, nous l'avons adoptée il n'y a pas très longtemps, les victimes d'infractions qui peuvent elles-mêmes adresser par lettre recommandée avec accusé-réception au procureur une plainte. Ça c'est un nouveau dispositif pour les victimes. Et face à cette plainte, le procureur, il a plusieurs choix. Soit effectivement, il engage des poursuites, soit il met en place une procédure alternative, soit il classe sans suite. Et classement sans suite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune poursuite de l'auteur de... voilà, donc rien n'est déclenché. Sachant que une fois que c'est classé sans suite, la victime a possibilité de mettre en place d'autres actions. On peut bien imaginer que dans le cas d'une victime traumatisée, violentée, violée, battue, je ne sais quoi, cette procédure est extrêmement lourde, extrêmement difficile et elle ne va pas derrière continuer à enclencher, à moins d'être accompagnée d'un avocat, mais en tout cas c'est psychologiquement extrêmement lourd. Donc, je crois que dès le début de la procédure, il est extrêmement important de prendre en charge et d'accompagner ces femmes. Ça, c'est indispensable, surtout que le premier travail, c'est de les convaincre d'aller porter plainte. Parce que là, on parle des plaintes classées sans suite, mais nous n'abordons pas les femmes qui ne vont jamais porter plainte. Ça, c'est un cas extrêmement fréquent. Ensuite, il faut améliorer l'accueil au niveau des services de police et de gendarmerie. Alors c'est en cours, et sur le bassin d'Arcachon d'ailleurs, il faut vraiment le signaler, c'est important, avec la commissaire et la commandante, des formations sont aujourd'hui en place, et l'ensemble du personnel va recevoir une première formation par rapport à ce sujet, parce qu'on n'accueille pas une femme victime de violence comme on accueille une personne qui s'est fait voler son scooter. Si c'est important, mais c'est pas tout à fait le même sujet. Donc vraiment, cette formation est indispensable pour que les policiers ils prennent en compte l'ampleur du danger auquel font face les victimes. Il faut qu'il y ait une prise de conscience des forces de sécurité, c'est extrêmement important. Et il ne faut pas se contenter, là, c'est pour ça qu'on parlait de plainte, il faut aller jusqu'à la plainte. Les forces de sécurité ne doivent pas se contenter d'une simple main courante. Là aussi, il faut qu'il y ait vraiment une prise de conscience. Et puis par rapport aux investigations, je crois qu'il va falloir aller également plus loin. Il faut savoir que, et c'est aussi la présidente du HCE qui le dit, les auteurs ne sont pas systématiquement entendus. Pourquoi ? Je pense qu'on peut améliorer le système. Et également, les voisins ou les témoins ne sont, eux, quasi jamais entendus. Donc vraiment, on a besoin d'une amélioration dans le cadre de ces investigations. Et puis, une fois que la plainte est déposée, il faut vraiment, là encore, qu'on accompagne les victimes, que ces victimes se sentent en sécurité. Parce que pourquoi les femmes ne vont pas porter plainte ? Parce que derrière, elles ont peur. Elles ont peur. Donc l'accompagnement après la plainte est là aussi extrêmement important. Et puis, je vais vous parler des auteurs, puisqu'on parle beaucoup des victimes, et l'accompagnement, la mise en sécurité, tout cela est extrêmement important. Mais il faut aussi se pencher sur le problème des auteurs. J'avais déposé dans le cadre de la loi programmation 2019-2022 et de la réforme de la justice un amendement qui simplement permettait d'utiliser davantage un dispositif qui existe aujourd'hui dans la loi, qui est le suivi médico-social des auteurs en cas de récidive. Un auteur en prison, là aussi, je pense, doit être accompagné dès son incarcération et pas à sa sortie. Le juge dispose de cette mesure et ce suivi médico-social, quand il est appliqué, eh bien, a des résultats intéressants et positifs sur effectivement les auteurs. Les auteurs sont des personnes à suivre, psychologiquement instables. Donc, ce suivi médico-social, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors, mon amendement a été rejeté parce que, et je le comprends très bien, au niveau juridique, on n'impose pas une mesure à un juge. C'est lui qui décide, bien évidemment. C'est notre droit et c'est normal.
Ceci dit, moi j'invite vraiment davantage à utiliser ce dispositif. Il a des résultats positifs, donc aidons les auteurs à sortir de cet enfer aussi pour eux, hein, de l'enfer qu'ils créent aux victimes, mais aussi quelque part cet enfer psychologique. La reconstruction personnelle. Merci Madame la députée. Alors j'aimerais prendre un peu plus de hauteur et aborder un thème parallèle, si je puis dire, en tout cas lié, c'est l'égalité homme-femme. Alors je reviens sur des conclusions faites par la présidente du Haut Conseil à l'égalité, hein, c'est un organe très important, Madame Grésy, qui avait été auditionnée par la délégation aux droits des femmes et qui dressait le bilan de la situation sur la question d'égalité homme-femme. Elle indiquait que seulement 20% des accords commerciaux de l'Union européenne mentionnaient le droit des femmes, donc c'est quelque chose de très anecdotique qui n'est pas rentré dans le débat public, dans la société civile. Et alors, de manière tout à fait récente, a eu lieu mercredi dernier le vote de la proposition de loi de la députée Rixain, présidente de la délégation aux droits aux femmes. Et ce texte, adopté à l'unanimité, va être transmis au Sénat. Et elle apporte, à mon sens, des grandes modifications sur le statut des femmes en entreprise et bien d'autres mesures qui vont s'avérer fort utiles pour les femmes. J'aimerais que, Madame la députée, vous nous indiquiez votre opinion sur cette évolution. Alors très rapidement, par rapport au Parlement européen, effectivement, le 13 mars 2018, le Parlement européen a voté une résolution, alors je connais moins bien le sujet, qui vise à prendre en compte l'égalité des genres dans les accords commerciaux. Je crois que c'est là aussi, on se rend compte que c'est un sujet qui est absolument transversal et qui commence à comment dire, toucher tous les secteurs. Donc au Parlement, je crois qu'il y aura dorénavant un chapitre sur la dimension de genre et également il y aura fait référence à des textes internationaux tels que le CEDAW, c'est-à-dire la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'encontre des femmes. Voilà, donc un travail aussi au niveau de l'Europe intéressant. Alors concernant la proposition de loi, égalité économique, sur laquelle ma collègue Marie-Pierre Rixain, qui est donc la présidente de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée nationale, a beaucoup travaillé, a été votée effectivement cette semaine. De nombreuses mesures importantes. Là aussi, c'est un travail, on en parlait tout à l'heure, collectif de co-construction. C'est important pour arriver donc à plusieurs mesures. Alors, une mesure qui peut paraître extrêmement étonnante, c'est obliger les femmes à avoir un compte ou à leur nom, ou un compte joint. Alors, on aurait préféré que ce soit un compte uniquement à leur nom, ça n'a pas été possible, mais en tout cas, au moins un compte joint, et que ce ne soit pas l'époux qui est uniquement, que le compte soit à son nom, et que le salaire de son épouse soit versé sur son compte. Ça ne sera plus possible. Donc, ça peut paraître presque ancestral, mais pourtant, c'est une réalité aujourd'hui. Donc, premier point. Concernant les familles monoparentales, effectivement, c'est très important. Afin de permettre à ces femmes qui élèvent seules leurs enfants de pouvoir accéder à une formation, à un entretien d'embauche. Elles seront prioritaires dans les crèches. Voilà. Donc ça, là encore, c'est la difficulté. C'est la difficulté de trouver des emplacements, bien sûr. Absolument, et pour ces femmes qui sont seules, qui n'ont pas ni les moyens de le faire garder sur des gardes privées ou qui n'ont pas forcément de famille autour d'elles. Donc ça, c'est un exemple de ce que dit cette nouvelle proposition de loi. Et également par rapport à l'entrepreneuriat. Alors ça, c'est un amendement que j'avais déposé, qui a été adopté, donc j'en suis ravie. Aujourd'hui, pour les femmes, il est plus difficile de fonder une entreprise. Elles ont moins accès au financement qui leur permet de développer leur entrepreneuriat. C'est quand même absolument extraordinaire. Et donc, l'objectif de cet amendement, c'était vraiment le soutien à la création et au développement d'entreprises par BPI France, donc, et l'ensemble des sociétés donc, de gestion de portefeuille. C'est un peu technique, mais c'est faciliter le développement de cet entrepreneuriat féminin qui est souvent remarquable, mais qui n'est vraiment pas aidé par les banques. Bon, très bien, c'est une mesure vraiment fondamentale. Absolument. Et les femmes devront bien enregistrer, toutes les chefs d'entreprise qui veulent monter des projets. Ce sera, je pense, à vérifier dans la pratique. J'aborde la dernière ligne droite de cette interview. Et Madame Panonac, j'aimerais aborder avec vous maintenant la problématique du rôle et du comportement que devrait avoir, à mon sens, toute personne publique. Alors bon, c'est un dossier très difficile, mais vous savez que plusieurs dossiers judiciaires
concerne des cas de harcèlement, voire même plus graves, concernant certains élus, notamment l'affaire Tron, l'affaire Marc Guillaume, ancien secrétaire d'État accusé par ses collaboratrices de comportements sexistes, ou encore Vincent Placé qui faisait des avances à la gendarme qui gardait son domicile. Alors, Madame la députée, avez-vous souffert de harcèlement en tant que femme dans le cadre de votre activité parlementaire ou politique? Ressentez-vous un manque d'éducation au sein de l'Assemblée nationale de la part des parlementaires? Finalement, comment pourrait-on apaiser la relation homme-femme et trouver ce rapport sain entre l'individu et, je crois, tout simplement, ce mot de respect, voilà, de toujours garder, certes, le sens de l'humour, mais de respecter et de ne pas franchir les limites infranchissables? Je vous en prie, Madame la députée. Alors, j'ai beaucoup de chance puisque j'ai été élue à l'Assemblée nationale en 2017 avec de nombreuses autres femmes. Donc, nous sommes beaucoup plus, ce qui crée finalement, ce qui redonne un certain équilibre, on va dire, hein, et qui replace les femmes également au centre de cette institution. Maintenant, aucun espace, il ne faut pas non plus pratiquer la langue de bois, et aucun espace n'est épargné par à la fois le harcèlement sexiste, le harcèlement sexuel et même les violences. À l'Assemblée nationale, nous avons au-delà du nombre de femmes plus important, nous avons un très gros travail qui est fait par la délégation aux droits des femmes, hein, extrêmement présente, avec un président de l'Assemblée nationale qui soutient notre délégation. Donc ce travail porte ses fruits aussi au sein même de l'institution et la prise de conscience est réelle. Donc il y a une grosse amélioration et même s'il y a eu des cas de harcèlement de collaboratrices pendant cette législature, vraiment on avance et je crois que la parole se libère. La parole se libère et ça va beaucoup mieux. Après, cette prise de conscience, elle doit être nationale. Il n'y a pas qu'à l'Assemblée nationale, hein, c'est vraiment partout. Et comme vous le disiez, elle se fait grâce à cette libération de la parole. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a énormément plus de cas. J'ai juste... j'espère que ces cas sont pas forcément dus à une augmentation significative, mais du fait de cette libération de la parole, eh bien, effectivement, c'est une révélation de cas qui existaient. On peut aussi nuancer de par ça. Je pense qu'il y a également une prise en compte de ces sujets dans tous les milieux. On parlait tout à l'heure de toute tranche d'âge et de tout milieu socio-professionnel. C'est une réalité. Hein. Les violences, elles sont sur des milieux, elles existent sur des milieux défavorisés, mais pas que. Hein, sur aussi des milieux socio-professionnels privilégiés. Il y a des violences dans les couples, hein, au sein des femmes et des hommes. Et puis, il y a aujourd'hui un gros travail pédagogique qui existe au niveau des écoles. Je vous citais tout à l'heure nos deux associations. Il y a l'association donc Femmes Solidaires qui, elle, intervient principalement dans les établissements scolaires, collèges, lycées, pour expliquer aux jeunes filles et aux jeunes hommes que signifie un harcèlement, que dire non, cela se respecte, quelle que soit la situation. Donc voilà, je crois que ce travail pédagogique est extrêmement important pour là aussi évoluer et tendre vers une société à ce niveau-là, en tout cas plus apaisée. On veut y croire. Pour vous rappeler, pour terminer, deux chiffres. En 2019, c'était 146 féminicides dans notre pays. En 2020, c'est 90. C'est une baisse significative, même si 90 est encore beaucoup trop. Je vais être optimiste, bien que j'attendrai 2021 pour espérer que cette tendance soit toujours effectivement à la baisse. Voilà, donc il faut continuer à améliorer les dispositifs, ceux qui existent à s'en servir encore mieux, à les utiliser. On a les bracelets anti-rapprochement, on a les téléphones grave danger, on a des numéros d'urgence, on a voilà. Donc ces dispositifs, il faut vraiment mieux s'en servir, les adapter, améliorer les relations entre les tribunaux, les forces de sécurité, les polices, les victimes. Tout ça fera qu'ensemble et à nouveau de manière collective, nous arriverons, je l'espère et j'y crois, à faire disparaître ce véritable fléau dans notre pays. Eh bien écoutez, Madame la députée, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Alors vous retrouverez pas mal de références sur le site internet, notamment des informations qui ont été données aujourd'hui par Madame la députée. Et je vous dis à très bientôt sur Bassin TV.
Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci pour votre invitation. Bassin TV, la télé du bassin d'Arcachon. Découvrez nos émissions, nos reportages et une sélection de l'actualité locale. Bassin TV vous accompagne partout. Téléchargez notre application mobile sur Google Play ou sur iOS.